Ce sont les bords de la Seine qui ont vu naître l'industrie mécanique française. Aubervilliers, Saint-Denis, Levallois, Nanterre, Poissy même, puisqu'aujourd'hui, la banlieue industrielle se déconcentre vers les espaces verts. C'est ici le domaine du mécano parisien. De Suresnes à Pantin, il semble que chaque ouvrier possède d'instinct les qualités de l'ajusteur mécanicien, sûreté du coup d'œil, intelligence du métal, goût du fini. Mais les Parisiens ne sont pas seuls à monter des rotors de turbines. Il y a 580 000 ouvriers et techniciens en France dans le coude à coude fraternel de la mécanique. C'est à Grenoble, par exemple, qu'on taille les plus grandes roues Pelton. C'est en Saône-et-Loire qu'on usine cet arbre vilebrequin géant. Besançon, ville de tradition horlogère, témoigne qu'on peut faire à la chaîne la mécanique de haute précision. Une des richesses nationales, la bauxite. L'industrie chimique s'est emparée de cette rouge bauxite. Elle en tirera la blanche alumine. Transportée près des sources d'énergie, l'alumine, à son tour, est décomposée par le courant électrique. De cette électrolyse naîtra un matériau léger, jadis plus cher que l'or, métal même du XXe siècle, l'aluminium. Qu'une matière noble, comme le verre, se produise par vitrification de sable et de carbonate assez communs, c'est en soi un miracle. Ici, un véritable fleuve de glace avance, sans jamais s'arrêter, jour et nuit, à travers une usine automatique. L'architecture de notre temps est celle du verre et du ciment.
Quel est ce liquide caramel qui coule à plein tuyau? Il prend, en séchant, la couleur qui le définit, le soufre. Ce produit de base, qui manquait à la France, est extrait du gaz de lac en quantité telle qu'il sera bientôt exporté. Aigues-Mortes nous rappelle que les salines faisaient déjà partie dans l'ancienne France du trésor public. Le sel, lentement mûri au soleil, devient matière première du chlore, un des produits de base de l'industrie chimique classique. Avec les matières plastiques, aux applications innombrables, nous entrons dans la première branche et la plus vivante d'une nouvelle industrie chimique. D'un seul des produits extraits du charbon ou du pétrole, de l'éthylène par exemple, la chimie organique de synthèse sait faire sortir théoriquement 36 millions de produits nouveaux. Déjà ont surgi du sol des usines d'avant-garde qui représentent l'extrême pointe en France de la pétrochimie et de sa sœur aînée, la carbochimie. Autre secteur plein de promesses, la purification du silicium ou du germanium par zone melting. Encore au stade du laboratoire, elle va révolutionner une grande industrie, l'électronique. La vieille pharmacie elle-même est annexée aujourd'hui par l'industrie. La machine automatique qui permet une rigueur de pesée, une sécurité de manipulation qui dépasse celle du préparateur le plus consciencieux. Dans le nord, Roubaix, capitale du textile. La toile de lin est une spécialité des Flandres, et l'île représente le tiers de l'industrie cotonnière française. Mais c'est ici d'abord le royaume de la laine. Étonnant circuit international du textile. Ce sont sans doute des moutons d'Australie ou d'Argentine dont la laine, peignée dans cet atelier, sera peut-être des draps anglais ou italiens. En effet, plus du quart des peignés de laine français sont exportés. Une autre partie est traitée sur place dans la filature. Il y a 150 ans, au bord des ruisseaux vosgiens, l'Alsace a vu surgir des manufactures de coton. Filature, tissage, fabrique d'impression produisaient déjà
ces tissus dont le nom fait rêver, des indiennes. Adieu rose garance, rouge turc, vert pistache. Aujourd'hui, à l'endroit même des anciennes usines, les Alsaciens, développant toutes les ressources de la chimie des colorants, restent toujours les maîtres dans cet art de l'impression, mariage de l'étoffe et de la couleur. Lyon traite la soie depuis François Ier. Et sur cette colline de la Croix-Rousse, 10 000 canuts ont fait la gloire de la patrie de Jacquard. À notre époque, c'est la grande industrie qui, dans la région lyonnaise, traite les fibres nouvelles, textiles artificiels et synthétiques. Ces belles matières nouvelles, alternant avec la soie classique, continuent d'offrir les satins, les brochets, dont la collection se dispute de New York à Paris. Au Louvre, ces mannequins de la haute couture posent pour des photographes de mode. Dans la production française, l'industrie de luxe est un secteur prestigieux, inséparable de Paris. Cet homme détient le titre de meilleur ouvrier de France. Saluons en lui l'ancienne tradition du métier. Pourtant, les apprentis d'aujourd'hui ne deviendront plus des artisans, mais des techniciens. Centres d'apprentissage moderne, collèges et écoles techniques dispensent aux futurs ouvriers une formation non seulement professionnelle, mais aussi scientifique. La montagne Sainte-Geneviève, avec ses lycées, ses instituts, sa Sorbonne, ses grandes écoles, a pour rôle de former les cadres de la nation. Les maths et les lettres se rencontrent sur cette terrasse où le droit dialogue avec Centrale, les mines avec Polytechnique. L'ingénieur reste par excellence l'homme de l'industrie. Plus s'accroît l'automatisme et même l'automation, plus la fonction de penser prend d'importance. C'est de la recherche scientifique fondamentale et de ses plus hautes spéculations mathématiques que dépend l'avenir de l'industrie. Un des rôles du savant est de former des chercheurs. On voit là achèvement un peu plus indélique et l'essai va lui dire tu comprends pas ton non, non, ça ne comprend pas. La recherche scientifique est aussi expérimentale. Ces houles de laboratoire, étudiées à Grenoble, sur modèles réduits, peuvent économiser des milliards dans la construction des ports. Aussi le monde entier consulte-t-il ces hommes avant de percer un isthme, de créer un barrage ou d'asservir un fleuve. Grenoble est devenue la capitale de l'hydraulique. Dans les Pyrénées, à Montlouis, le four solaire le plus grand du monde dresse son miroir parabolique géant
aux 3500 facettes. On étudie ici cet énorme générateur d'énergie, le Soleil, qui disperse sur la Terre 1 milliard de kilowatts. L'observatoire de Saint-Michel-de-Provence et son télescope de 197 cm de diamètre ouvert sur les nébuleuses. C'est la même recherche qui pousse l'homme vers le monde interstellaire et vers le monde atomique, dont s'approche ce microscope électronique français, scrutant les secrets de la matière. Mais aujourd'hui, l'atome est une réalité industrielle. Ce n'est pas simplement l'importance de ce qu'on voit qui étonne paysans et villageois. Ce premier échangeur thermique de Marcoule représente la plus extraordinaire perspective énergétique de demain. Que le secret de Marcoule soit bien gardé, personne n'en doutera. Ce premier centre de production d'un supercombustible nucléaire, dont la construction a mobilisé, peut-on dire, toute l'industrie française, fait suite aux recherches d'atomique de Saclay, dont voici le fameux cyclotron. Dans l'usine de séparation du plutonium, c'est un camion blindé qui transporte les barres d'uranium irradiées dans les piles. Les nouvelles piles atomiques de Marcoule, G2 et G3, profilent sur la campagne provençale, le dernier grand œuvre du siècle de l'atome. Réponse de l'avenir à cet autre symbole de la grandeur industrielle française, la guerre dessinée sur le ciel de